Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. Bonjour à tous d'être connectés. Nous avions une session de prévue pour aujourd'hui, 16 heures. Nous sommes connectés. Le thème sur lequel nous devrions échanger est l'introduction du Bitcoin. C'est un sujet que vous avez jugé pertinent et important. Donc, c'est pour cela que vous êtes inscrits massivement déjà au groupe temporaire que nous avons créé. Donc, nous vous remercions déjà pour l'intérêt. Vous avez sur ce call-là deux personnes qui vont vous entretenir. Donc, mon homonyme, dont Prince, et moi-même, Prince Atobla. Voilà. Donc, durant tout ce temps, on a pris quand même un peu le temps de collecter un certain nombre d'informations dans le groupe temporaire. Et on souhaiterait que ce soit interactif. On va parcourir, j'imagine, toutes ces questions dans un premier temps. Et puis, par la suite, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, soit à poser directement les questions en ouvrant vos ou en laissant un message par chat, voilà, sur GoToMeeting. Voilà. Prince, je te laisse la parole. Yes, alors merci beaucoup Prince pour l'opportunité. En fait, j'ai un retour micro là, je ne sais pas si tu peux me confirmer si tu l'entends, le retour micro, il y a un écho ou pas? Non, j'entends pas de ton micro. Ok, bon, parfait. C'est qu'à mon niveau, c'est bon, je peux gérer. Donc, c'est une superbe opportunité que je me donne là de m'exprimer sur Bitcoin et puis j'espère que tous ceux qui participent à ce call-là auront des réponses à leurs questions. Donc, avec Prince, on a pris l'initiative de récolter vos questions sur le groupe WhatsApp, savoir ce que vous attendez de cette présentation. Il y a certaines questions qui sont recouvertes par cette présentation, bien évidemment, mais pas toutes. J'ai fait le choix de me contenter dans cette présentation de présenter Bitcoin, ce que ça apporte comme valeur. On le verra tout au long des slides. Et puis, peut-être faire une petite session de démo, enfin, si on a un peu de temps, et traiter quelques questions au passage. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourra toutes les traiter. Le sujet, il est hyper vaste. Et puis, on essaiera peut-être si vous êtes d'accord ou en fonction de la demande de peut-être reprogrammer notre séance où on abordera d'autres thématiques en rapport avec Bitcoin parce que le sujet, il est hyper vaste. Donc, ceci étant dit, je commence par me présenter avant de rentrer dans la présentation. Donc, moi, je m'appelle Prince Don. Sur le plan professionnel, moi, je travaille depuis 12 ans maintenant dans la gestion de risques technologiques pour des entreprises du secteur des services financiers, donc des banques d'investissement, asset managers, des banques commerciales. Je suis en fait senior manager dans un cabinet d'audit qui s'appelle PwC et je suis basé à Paris. Mon intérêt pour Bitcoin, il est purement personnel. Donc, ça n'a rien à voir avec ma profession. Donc, je ne bosse pas dans le domaine Bitcoin. Je m'intéresse au sujet depuis 3-4 ans maintenant. Je pense que c'est 2017 la première fois où je suis rentré dans le sujet. Et puis, au fur et à mesure de ma connaissance du sujet, j'ai jugé opportun cette année de créer un podcast. Donc, un podcast que j'ai lancé en début de cette année. Ce podcast s'appelle L'Afrique parle Bitcoin, comme vous pouvez le voir sur la slide de présentation. C'est un podcast l'objectif de ce podcast, ça, c'est de donner la bonne information sur Bitcoin. Parce que je crois, je pense, de ce que je vois, il y a beaucoup trop de choses qui sont dites sur Bitcoin qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas correctes et qui ternissent un peu l'image de Bitcoin. Donc, j'essaie d'apporter une modeste contribution à l'écosystème Bitcoin. Donc, dans ce podcast-là, je reçois des entrepreneurs africains du domaine Bitcoin pour discuter de Bitcoin, de ce qu'ils font pour Bitcoin en Afrique et de ce que Bitcoin est et comment on l'utilise en Afrique. Parce que vous verrez au fil des slides, là, Bitcoin a de multiples facettes et chacun l'utilise selon son bon vouloir. C'est ce qui est remarquable dans cette technologie. Donc,
petit caveat, donc Prince a dit, n'hésitez pas à poser des questions, mais surtout n'hésitez pas à m'interrompre dès que j'utiliserai des termes techniques que vous ne comprenez pas. Je vais m'efforcer de définir les termes techniques quand je vais les utiliser, mais ça peut ça peut m'échapper. Donc n'hésitez pas, faites un message dans le chat, que ce soit sur WhatsApp ou dans le chat du call. Et puis Prince, n'hésite pas, si je manque un message, à me le remonter immédiatement. Je préfère m'arrêter, donner la définition pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je veux vraiment que le concept du Bitcoin soit compris par un maximum de personnes. Donc n'hésitez surtout pas. Je ne manquerai pas. Top. Alors, les objectifs de cette présentation, j'en ai parlé brièvement en intro, c'est de vous expliquer la proposition de valeur de Bitcoin. Qu'est-ce que Bitcoin apporte de différent de ce qui existe? C'est de vous expliquer pourquoi Bitcoin a le potentiel pour être l'étalon monétaire de demain. Aujourd'hui, l'étalon monétaire dans le monde, c'est le dollar. Et Bitcoin a pour objectif, en fait, de devenir l'étalon monétaire. Et on va parler également de l'usage du Bitcoin en Afrique. Comme je le disais, il y a de multiples manières d'utiliser Bitcoin et l'Afrique a une manière très particulière d'utiliser Bitcoin et c'est pas ce que vous pensez. Alors, hors sujet, je ne parlerai pas de trading euh, pour une bonne raison. Et on ne le dit pas assez, et c'est ce qui est dommage. Sachez que 95% des traders amateurs, ils perdent de l'argent. C'est des chiffres qu'on n'entend pas souvent, mais c'est assez flagrant en fait. 95%. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, on vous le dit jamais. Le trading, c'est un métier à part entière. On ne s'improvise pas trader en suivant deux formations payées $200 sur Internet ou après avoir visualisé deux, trois vidéos d'un YouTuber célèbre en trading. C'est un métier. Ça prend du temps et ça demande des compétences particulières. Moi, personnellement, j'en ai marre de voir qu'il y a la pensée répandue partout que devenir trader, c'est hyper facile. En 2 heures, tu deviens trader et que tu peux te faire de l'argent rapidement. Enfin, c'est absolument pas le cas. Encore moins sur Bitcoin et les crypto-monnaies. En fait, vous verrez que Bitcoin et les crypto-monnaies ont cette particularité d'avoir euh, permis l'accès au trading à tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite. Et donc, tout le monde pense qu'ils peuvent être traders. C'est absolument pas le cas. Ça prend du temps, ça demande de l'argent et du capital, ça demande des formations. Et aussi, il ne faut pas croire que le seul moyen de se faire de l'argent dans Bitcoin, c'est de faire du trading. Non, vous verrez, on va parler de Bitcoin, je pense, je vais essayer, je ne vais pas évoquer le trading une seule fois. Et vous verrez. Donc ça, c'est la première chose. Je ne ferai pas la promotion des altcoins. En fait, altcoin, c'est l'abréviation de alternative coin. Donc, tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est un coin alternatif. Et moi, je considère qu'il y a très peu d'intérêt sur les coins alternatifs. Et je vais essayer de vous expliquer plus tard dans quelques slides plus loin. Donc, moi, je pense que Bitcoin est l'innovation. Le reste des crypto-monnaies, ce sont de pâles copies. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne vous parlerai pas des autres altcoins. Ensuite, je ne vous parlerai pas de comment s'enrichir avec Bitcoin. Il ne faut pas penser que Bitcoin, c'est un outil, comme les anglophones disent, pardon, c'est get rich quick scheme. Bitcoin, c'est pas un outil pour devenir rapidement. Moi, je considère que la richesse rapide, c'est un leurre. Les gens qui pensent qu'ils peuvent devenir riches en 2 semaines, 3 semaines en faisant quoi que ce soit, hein, c'est pas une richesse solide, c'est pas adossé sur des bases réelles, enfin des bases solides, pas forcément réelles, des bases solides, c'est des choses qui s'effritent très rapidement. Bitcoin, moi, je le considère comme un outil d'épargne et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je ne donne pas de conseils d'investissement. J'ai vu beaucoup de questions qui allaient dans ce sens-là. Je ne suis pas trader, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas coach, je ne suis pas, je ne vous donnerai pas de conseils d'investissement. C'est pas ça mon rôle. Moi, je me considère comme un bitcoiner, quelqu'un qui, j'espère,
enfin, je suppose, comprend Bitcoin et a l'envie de partager cette compréhension aux autres. Moi, je ne vous demanderai pas d'acheter Bitcoin. Mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre ce que Bitcoin est et puis que vous preniez votre décision vous-même. Et je vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit pendant ces discussions-là. Et puis, il faut éviter systématiquement de balayer ce que je dis ou ce que Bitcoin est, par peur ou par ignorance, parce que c'est ce qu'on voit et c'est ce qui a répondu en fait dans notre communauté et puis dans le monde généralement. Voilà. Ceci étant dit, on va mettre les pieds dans le plat avec cette première slide où euh, je vais essayer de vous présenter c'est quoi le problème avec les monnaies fiat. Donc, au cas où il y a des gens qui ne sauraient pas ce que c'est monnaie fiat, c'est les monnaies fiduciaires, c'est les monnaies qu'on connaît actuellement. Donc, le dollar, l'euro, le franc CFA, c'est ça en fait. Donc là, je vous présente, j'essaie de vous montrer ce que c'est la différence entre les monnaies en espèces et les monnaies électroniques. Et pour vous expliquer ça, je vais vous prendre un exemple d'une transaction en espèces pour commencer. Et on va essayer de voir ensemble les avantages et les inconvénients d'une transaction en espèces. Et je vais volontairement prendre un exemple qui est embarrassant. Et vous comprendrez pourquoi je prends cet exemple-là. Donc, supposons que tu as envie d'acheter un service particulier, des services d'une travailleuse du sexe. L'exemple, il est volontairement embarrassant. J'espère que ça choquera personne. Donc, tu veux faire cette transaction en espèces. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est que c'est une transaction qui est rapide quand tu fais une transaction en espèces. Donc, une fois que tu as l'argent, on suppose que ta transaction elle coûte 20 000 francs. Tu as 20 000 francs en main, tu les transmets à cette travailleuse du sexe. Du coup, la transaction elle est bouclée. Une fois que tu lui donnes les 20 000 francs, la transaction est bouclée. Ce n'est pas forcément le cas si tu utilises d'autres moyens de paiement, un virement, une carte bancaire. Je vous expliquerai la raison plus tard. Donc, la transaction elle est rapide, elle est quasiment instantanée. La transaction, elle est anonyme dans le sens où les deux seules personnes qui savent qu'il y a eu la transaction, c'est moi et la travailleuse du sexe. Il n'y a personne d'autre qui sait qu'il y a eu la transaction. Il n'y a aucune trace de cette transaction parce qu'elle a été réalisée en espèces. Et ces genres de transactions, c'est ce qu'on appelle une transaction de pair à pair. Vous allez m'entendre parler, utiliser cette expression-là, donc à nouveau pour parler des cryptos, donc gardez-la bien en tête. Transaction pair à pair. En fait, pair à pair désigne le fait que la transaction s'est déroulée entre nous. Je t'ai transmis les sous ou le moyen de paiement et c'est pas passé par une entité centrale qui peut contrôler ou qui peut censurer ma transaction. C'est ça qu'on appelle une transaction pair à pair. Je te la donne directement, ça passe pas par quelqu'un qui a un pouvoir quelconque sur le dénouement de la transaction en fait. Donc c'est le pair à pair. Maintenant, faire une transaction en espèces, ça a des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que on doit être physiquement dans le même endroit. Donc, pour te donner de l'argent, je dois être en face de toi. Et ça, c'est une contrainte majeure. Une autre contrainte de la transaction en espèces, c'est que on ne fait pas de transaction en espèces sur de gros montants. Bon, c'est sûr, il n'y a personne qui se promène avec 50 millions dans dans sa valise ou dans le coffre de sa voiture. Quoique, à Abidjan, on a déjà entendu parler des gens qui achètent des immeubles cash 100 millions, mais bon, c'est des exceptions, donc on ne va pas considérer ça. Donc, deuxième inconvénient des transactions en espèces, c'est les montants. Donc, généralement, quand on a des transactions de gros montants, on ne les fait pas en espèces. Et puis, troisième inconvénient, et non des moindres, c'est un problème de sécurité. Quand on a de l'espèce sur soi, on se sent moins en sécurité. On est à la merci de n'importe quel voleur, quel braqueur. Donc, les gens n'ont pas pour habitude de garder leur cash, quoique. Donc, ça, c'est pour ce qui est des transactions en espèces. Et tout ce qui n'est pas transaction en espèces, ça se fait avec de la monnaie électronique. Donc, comprenez que le concept de monnaie électronique, ça n'a pas été créé par Bitcoin et les crypto-monnaies. Ça existait bien avant. Quand je fais une transaction avec une carte bancaire
quand tu fais une transaction par virement, quand tu fais des virements bancaires, tu utilises le mobile money, PayPal et consorts, tu utilises de la monnaie électronique. C'est pas de la monnaie en espèces. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 97% des paiements en dollars dans le monde se font avec de la monnaie électronique. C'est des dollars électroniques, c'est pas de l'argent en espèces. Bon, on n'est pas sur ces proportions-là dans nos pays, j'entends les pays d'Afrique, mais c'est quand même important, la proportion de monnaie électronique qui est utilisée dans les transactions, même dans nos pays. Dans les pays développés, on est dans l'ordre de 95-97%. Dans nos pays, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est très certainement pas ces ordres de grandeur. Donc, la monnaie électronique, ce n'est pas une invention de Bitcoin, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et dans ce monde qui est globalisé, là, il est inimaginable de se passer en fait de monnaie digitale pour les échanges, parce qu'on échange avec des personnes qui sont pas là où on est, des fournisseurs qui sont en Chine, qui sont en Turquie, qui sont en Europe. Et pour faire ces transactions, on utilise de la monnaie électronique, on utilise des virements bancaires, on utilise des cartes bancaires quand on fait des achats sur Internet, sur un site de vente en ligne, machin et tout. C'est de la monnaie électronique qu'on utilise pour faire ça. Donc, on revient sur notre exemple. Je dois faire une transaction avec une travailleuse du sexe. Et là, j'utilise de la monnaie électronique. Les avantages de la monnaie électronique, c'est la sécurité, déjà. Donc, je crains moins pour ma sécurité quand j'ai une carte de crédit que quand j'ai de l'espèce. Parce qu'il y a des mécanismes pour pouvoir bloquer au cas où je me fais prendre ou que je me fais prendre ma carte ou que je la perds. Pareil pour les virements. Il y a des moyens comment dire ça, de bloquer des virements. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais ça existe. Ça permet de traiter de gros montants de transactions. Généralement, quand on doit faire des transactions de gros montants en utilisant la monnaie électronique, ce n'est pas de l'espèce. Et ça permet de transacter à distance. Donc, c'est l'avantage majeur de la monnaie électronique. C'est pour ça que ça a été créé. Maintenant, les inconvénients. En fait, il y a des intermédiaires quand on doit faire des transactions en monnaie électronique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'anonymat. Quand on reprend mon exemple hein, de moi qui veux faire une transaction avec une travailleuse du sexe, euh, généralement, ceux qui font ce genre de transaction hein, n'ont pas envie que les gens le sachent. C'est pas parce que c'est un crime, mais c'est juste que c'est mal vu. Donc, si moi je le fais, je ne veux pas que ma banque sache, je veux pas que la banque de la travailleuse du sexe sache, je veux pas que, enfin, il y ait des entités qui savent la nature des transactions que je fais. Vous comprenez pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Parce que quand on fait des transactions électroniques, ça fait intervenir des tiers de confiance, et ces tiers de confiance-là, il n'y a plus d'anonymat parce qu'ils savent les transactions qu'on a fait. Et donc, ils sont capables de connaître beaucoup de choses sur nous. Il y a quelqu'un qui disait, si je sais ce que tu fais avec ton argent, je sais ce que tu es. Et c'est pas faux. Donc, il y a des intermédiaires pour les transactions, pour les transactions en monnaie électronique, et ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte quand on est dans la position de l'acheteur. Demandez à n'importe quel vendeur que vous connaissez qui a un TPE, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand tu fais une transaction avec ta carte bancaire, là, et puis tu as l'impression que ta transaction elle est faite en 2 secondes, là, non, c'est pas, la transaction n'est pas terminée. Ce qui se passe quand tu utilises ta carte bancaire pour faire une transaction quand tu es au supermarché, c'est une autorisation de paiement. La transaction, elle est juste autorisée. Mais le vendeur, il ne reçoit l'argent sur son compte que entre 2 à 1 semaine après la transaction. C'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, toi, en tant qu'acheteur, c'est juste une validation que la carte donne, mais celui qui doit recevoir l'argent, il la reçoit. Il ne reçoit pas l'argent immédiatement. Ça met du temps. Et quand tu n'es pas dans la position de vendeur, tu ne le sais pas. Et toi, Je, pour toi, c'est gratuit, mais sachez que les vendeurs qui ont des terminaux de paiement électronique, ils payent entre 3 et 6 à 7% de frais sur tous ceux qui utilisent ces terminaux-là pour faire des paiements. Donc, ça coûte de l'argent. Pareil pour les virements. Les virements, ça met du temps, surtout dans nos pays.
Enfin, en Europe, tu as les virements SEPA qui sont instantanés, mais c'est pas le cas partout dans le monde. En Afrique, par exemple, les virements, ça met 2, 3 jours. Et ça, c'est quand tu as de la chance. On sait tous comment ça peut foirer et mettre beaucoup de temps dans les réclamations et tout. Donc, utiliser de la monnaie électronique, ça coûte de l'argent, ça a un coût qui est élevé et il y a une durée, ça met du temps. Et puis, dernier élément, ces transactions-là sont censurables, notamment par ces intermédiaires. Ces intermédiaires ont la puissance, ont le pouvoir de censurer mes transactions, donc de les bloquer à tort ou à raison. Et ça, c'est un inconvénient majeur. Donc, vous verrez que tous ces inconvénients de la monnaie électronique là viennent du fait qu'il y a un intermédiaire. Et c'est cet élément-là qui crée des frictions dans les transactions, dans le paiement électronique. Alors, Donc, Prince, tu arrives à oui, m'entendre? oui, Non, pardon, rapidement, je voulais poser une question. Quand tu as parlé de transactions autorisées lorsqu'on part au supermarché qu'on veut payer avec la carte bancaire, mais celui mm. qui paye est bien débité. En fait, il est débité, oui. Mais enfin, le vendeur, il ne reçoit pas l'argent directement. Parce que ce qui se passe, c'est que derrière, il y a un processus de clearing, de settlement qui doit se faire entre les deux banques qui doivent s'entendre, faire leur clearing, faire la somme de tout ce que moi, mes clients ont réalisé comme transaction avec les clients de ta banque. Et ils font des soldes, ils font ce travail-là à la banque centrale. Et à la fin de la journée, ils font des nets et ils se transfèrent cet argent-là. Donc, c'est ça qu'on appelle le clearing et le settlement. Donc, pour nous, c'est transparent qu'on utilise la carte bancaire, mais c'est un processus qui prend du temps et généralement, celui est, qui en paye le prix, qui en paye le coût, c'est le vendeur, c'est pas l'acheteur. C'est ça. Donc, et il y a une chose, donc vous verrez que toute l'industrie financière, en fait, se base sur cet état de fait-là, qui sont intermédiaires pour tous les paiements et tout leur modèle de business est autour de ça, en fait, du fait qu'ils sont intermédiaires. Et à côté de ça, ces banques-là sont à la base de nombreuses crises dans le monde, malheureusement. Si on prend l'exemple de la dernière grosse crise financière, c'est en 2008, la crise de subprime, là, ça a été une crise qui a été créée par les banques parce qu'elles faisaient des crédits n'importe comment. Et quand ça a foiré, ces banques-là devaient faire faillite, mais l'État est venu à la rescousse de ces banques-là et a payé le prix cher avec l'argent du contribuable. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement injuste. On se rend compte que quand les banques font des profits, ces profits-là sont partagés à leurs actionnaires. Mais quand elles font des conneries et qu'elles doivent couler, l'État considère qu'ils sont too big to fail, donc refinance ces banques-là avec l'argent de l'État. C'est précisément ça en 2008 qui a emmené un mec là, un inconnu, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, à créer Bitcoin. Donc en fait, Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin, c'est d'abord une monnaie électronique. Donc, si vous prenez la colonne de droite, ça a tous les avantages d'une monnaie électronique, sécurité, montant, permettre de faire des transactions à distance, sans les inconvénients, parce que Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui n'a aucun intermédiaire. Et c'est ça la proposition de valeur de Bitcoin. Oubliez son cours, c'est pas ça le plus important. Ce que Bitcoin apporte de nouveau sur l'échiquier du système financier, c'est que pour la première fois, on a un outil qui permet de faire des transactions de façon électronique et ça passe par aucun intermédiaire d'échange, donc il n'y a pas de friction. Ça coûte quasiment moins cher, c'est quasiment instantané. Perte de vie privée, non. Les transactions, elles sont absolument pas censurables. Et c'est ce qui est nouveau en fait avec Bitcoin. Vous verrez que quand on utilise la monnaie électronique classique, là, quand on a recours aux intermédiaires, en fait, on utilise une infrastructure technologique. Donc, on utilise le système bancaire des différentes banques impliquées. On utilise le système de paiement comme PayPal, Visa, Mastercard et tout. On utilise Swift aussi. Et l'utilisation de systèmes
privées, dans la partenariat des entreprises privées, ça coûte de l'argent et il y a beaucoup de friction. En fait, Bitcoin, c'est la première infrastructure publique de paiement. Et cette infrastructure-là, elle n'appartient à aucune entité centrale et elle est disponible à tous sans distinction. Bitcoin n'a pas de CEO, Bitcoin n'a pas de siège social, Bitcoin n'a pas d'équipe marketing, Bitcoin n'a pas d'avocat, absolument rien. Bitcoin, c'est un système qui est totalement décentralisé, comme Internet, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à arrêter. C'est difficilement perceptible, en fait. Et dans les slides suivantes, je vais essayer de vous expliquer comment Bitcoin arrive à réaliser cela. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, je vérifie rapidement. Ok, Non, je monitore. ok, parfait. Merci, Prince. Donc, Bitcoin, c'est quoi? Pour moi, il y a déjà un concept qu'il faut connaître, qu'il faut garder en tête quand on veut comprendre Bitcoin. Et ça, ça prête beaucoup à confusion, en fait. Quand on dit Bitcoin, généralement, on fait allusion à deux choses qui sont distinctes. Donc, tu as Bitcoin avec grand B, donc comme vous pouvez le voir là, qui est le protocole informatique. C'est aussi le réseau des ordinateurs qui s'assure du fonctionnement de son protocole. Bon, généralement, Bitcoin grand B est aussi utilisé pour nommer la blockchain, mais on va y arriver. Donc ça, c'est une chose. Et tu as Bitcoin avec petit b, qui est en fait, c'est un jeton numérique qui circule sur ce protocole-là, qui circule dans ce réseau. Et ce jeton-là, il a les attributs d'une monnaie. Et on va le voir plus tard. Donc ça, c'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. Du coup, tout à l'heure, quand je disais que Bitcoin est décentralisé, je parle du protocole, je parle du réseau Bitcoin. Je ne parle pas de la monnaie Bitcoin. Par contre, quand je dis je vais t'envoyer un Bitcoin, là, je parle de la monnaie Bitcoin. Et donc, si ça, c'est pas clair dans ta tête, tu peux faire des confusions quand les gens ils parlent de Bitcoin. Donc, souvent, ils sont en train de parler de la monnaie, de l'unité de compte Bitcoin. Souvent, ils sont en train de parler du protocole du réseau. Et donc, si ça, tu n'as pas ça en tête, tu risques d'être perdu. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Maintenant, parlons d'abord de Bitcoin, le jeton. Donc, c'est Bitcoin avec petit b, c'est une unité de compte. On utilise aussi souvent l'acronyme BTC pour nommer le jeton. Donc, BTC, au même titre que le dollar, son abréviation, son acronyme, c'est USD, l'euro, c'est EUR, ou le franc CFA, c'est XOF. Donc, l'abréviation de Bitcoin, c'est BTC. Donc, c'est une unité de compte qui est native à la blockchain. Et cette unité de compte-là, donc Bitcoin n'existe pas en dehors du réseau Bitcoin grand B. Ça n'existe pas sur une blockchain également. Il faut vraiment garder ça en tête. Et donc, c'est ça en fait. Ensuite, le Satoshi. Ça aussi, c'est très important. Le Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin ou de BTC. Donc, on dit Satoshi ou Sats. Donc, un Bitcoin, c'est égal à 100 millions de Satoshi. Donc, le Satoshi est un peu ce que le cent est au dollar ou le centime est à l'euro. Bon, je pense pas qu'il y ait de plus petite unité pour le franc CFA, mais c'est ça en fait. Donc, le Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin. Et un Bitcoin, c'est égal à 100 millions de Satoshi. Du coup, c'est pas juste de penser que Bitcoin est trop cher, je ne peux pas en acheter ou je ne peux pas transférer. Parce que actuellement, au cours du jour, un Bitcoin, c'est environ 24 000 $. Mais on peut faire une transaction avec une fraction de Bitcoin. Par exemple, on peut acheter 10 000 francs CFA de Bitcoin. Au cours actuel, 10 000 francs CFA de Bitcoin, ça équivaut à 63 793 Satoshi. Donc ça, je pense que ça répondra directement à une question qui avait été posée, à partir de combien je peux acheter du Bitcoin. Tu peux acheter pour 1000 francs de Bitcoin. Ça fera environ, je pense, 6 000 Satoshi. Autre chose importante,
le supply total de Bitcoin. Donc, Bitcoin, Il y a une question en fait de Fabrice qui demande est-ce que c'est légalement reconnu vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Comment les impôts sur les transactions se font? je vais répondre à cette question-là un peu plus tard, en fin de séance. C'est pas directement lié à ça, donc je préfère traiter ça en fin de séance. Mais s'il y a une question qui est relative immédiatement à ce que je présente, j'y répondrai immédiatement. D'accord. Donc, Bitcoin a on sait que, et c'est inscrit dans le programme, il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités de Bitcoin. C'est inscrit dans le code et c'est quelque chose qui ne va pas changer, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. Et donc aujourd'hui, on a 90% des Bitcoins qui sont créés. Je pense actuellement, on doit être à un peu plus de 19 millions de Bitcoins qui sont en circulation. Donc les Bitcoins sont créés, pardon, c'est là que je devais en parler. Les Bitcoins en fait sont créés toutes les 10 minutes. Donc au début, en 2009, quand Bitcoin a été créé, il y avait quand Bitcoin a été inventé, il y avait 50 Bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes environ. Et c'est divisé par 2 tous les 4 ans environ. Donc, c'est passé ensuite à 25 Bitcoins créés toutes les 10 minutes, puis 12,5 Bitcoins, et aujourd'hui, on est à 6,25 Bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes environ. Et je vais vous expliquer un peu plus tard comment est-ce que ce mécanisme-là se déroule. Donc, c'est créé par les mineurs. On en parlera un peu plus loin. Ensuite, le réseau Bitcoin. En fait, le réseau Bitcoin, il est composé de nœuds, de ce qu'on appelle des nœuds, qui sont connectés entre eux. C'est ça ce que vous entendez. Enfin, on dit full node, c'est des nœuds complets. Un nœud, c'est quoi? Un nœud, c'est un ordinateur sur lequel est installé le logiciel qui permet de faire tourner Bitcoin. Le nom du logiciel, là, ça c'est Bitcoin Core. Vous pouvez le télécharger si vous voulez sur Internet, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Donc, tout ordinateur qui installe le programme Bitcoin devient un nœud. Parce qu'en plus de faire tourner le programme Bitcoin, il va télécharger la copie. En fait, il télécharge pas, il aura en lui une copie. En fait, il télécharge pas, il va revérifier toutes les transactions et il aura une copie de la blockchain entière. Donc, c'est toutes les transactions depuis 2009, quand Bitcoin a été créé, jusqu'à présent. C'est ça qu'on appelle la blockchain, c'est la base de données, en gros. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, un full node, c'est une composante du réseau Bitcoin, c'est un ordinateur qui a le programme Bitcoin et qui a une copie de la blockchain, donc de toutes les transactions Bitcoin. Donc ces ordinateurs-là, les full nodes, ils ont la charge de faire exécuter les règles du réseau. Donc ces ordinateurs s'assurent que les règles du protocole Bitcoin sont respectées par tous les participants du réseau. Ensuite, blockchain. Donc la blockchain, c'est une base de données. Vous entendrez utiliser le terme blockchain, c'est rien d'autre qu'une base de données, c'est l'historique de toutes les transactions qui ont été réalisées sur le réseau Bitcoin. Donc, la blockchain, en fait, est composée de blocs. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est juste un ensemble de transactions qui ont été confirmées et validées par les nœuds. Donc, un bloc, dedans, tu as des lignes, à savoir telle adresse a envoyé tel nombre de Bitcoin à telle adresse. Donc, cette transaction, elle est validée si elle respecte les règles du réseau par les nœuds. Et un ensemble de transactions valides sont réunies dans un bloc, en fait. Et un bloc est généré toutes les 10 minutes environ. Et un bloc qui est créé, il est lié avec une clé cryptographique au bloc précédent. C'est ça qui fait la blockchain, parce que tu as plusieurs blocs qui sont liés les uns aux autres dans un ordre chronologique. Et
une des spécificités, ce qui fait la particularité de cette invention, hein, quand on dit que une transaction dans la blockchain, elle est incensurable, elle est pas, on peut pas la modifier, c'est que Satoshi Nakamoto, il a eu le génie de... En fait, le protocole Bitcoin, il est ouvert, hein. La blockchain, elle est accessible par tous. N'importe qui peut modifier des données dans la blockchain. Mais si tu modifies une seule donnée dans la blockchain, ça va casser la clé. Parce que la clé cryptographique qui lie, et ça, je vais rentrer un peu dans un terme technique, mais bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave, hein. Je le dis juste à titre d'information. La clé cryptographique qui lie un bloc à l'autre a la particularité d'être composée de toutes les transactions qui sont dans le bloc. Donc, considérons ce bloc-là, ce bloc 2, qui a différentes transactions, transaction 1, transaction 2, transaction 3. La clé cryptographique qui va lier ce bloc 2 au prochain bloc, le bloc 3, sera faite à partir de tout ce qui est contenu dans ce bloc-là. De sorte que si quelqu'un vient modifier ne serait-ce qu'une virgule dans le bloc 2, la clé sera rompue et la blockchain donc sera cassée. Et donc, n'importe qui peut le faire. Mais une fois que tu le fais, tu romps la chaîne et le réseau va te vomir parce que tous les nœuds sont connectés entre eux. Dès qu'il y a quelqu'un dans le réseau qui a fait quelque chose qui ne respecte pas les règles, il est juste sorti du réseau parce qu'on considère qu'il n'a pas respecté les règles. C'est comme ça que ça se passe. Bitcoin comment dire, les transactions dans la blockchain sont immuables parce qu'il y a un consensus entre tous les membres du réseau. Tous les membres du réseau décident de transacter selon certaines règles. Dès qu'il y a quelqu'un dans le réseau qui ne respecte pas ces règles, et il a la latitude de le faire, hein, mais une fois qu'il le fait, il est identifié comme étant quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, donc est sorti du réseau. Donc c'est ça le réseau Bitcoin, c'est tous les nœuds qui composent ce réseau. Donc la blockchain, en fait, finalement, c'est juste les séquences et la séquentialité entre les différents blocs qui sont liés entre eux. Et la transaction. Donc, la transaction, en fait, c'est le fait que quelqu'un transfère la propriété de Bitcoin qu'il possède à quelqu'un d'autre. C'est ça une transaction. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe quand tu fais une transaction. Donc, on suppose que A veut transférer des Bitcoins à B. Il veut transférer 0,15 Bitcoin. Ce qu'il fait, c'est qu'il a un portefeuille dans lequel il va signer la transaction avec la cryptographie. Une fois qu'il signe la transaction, son portefeuille va se connecter à un nœud et puis va propager sa transaction, va déclarer à tout le monde, je décide d'envoyer 0,15 Bitcoin à B. Donc cette transaction-là va être dans ce qu'on appelle une mempool, c'est une mémoire géante dans laquelle on a toutes les transactions qui arrivent. Et c'est là que le travail des mineurs va commencer. Les mineurs, en fait, ce sont des nœuds spécialisés. Donc un mineur, à la base, c'est un nœud, mais c'est un nœud qui est particulier. Les mineurs, eux, leur travail, c'est de créer les blocs. Donc eux, ils vont dans la même pool, ils vont sélectionner des transactions, ils vont créer un bloc, ils vont faire ce qu'on appelle la preuve de travail. La preuve de travail, c'est, pour imager, on va dire, c'est comme une loterie. Donc tous les ordinateurs là, vont passer leur temps à deviner un nombre. C'est pour ça que les ordinateurs, les mineurs consomment de l'énergie, parce qu'ils passent leur temps, c'est des ordinateurs qui passent leur temps à deviner des nombres. C'est ce qu'on appelle la brute force attack. Donc ils passent leur temps à deviner les nombres. Et le premier qui réussit à deviner le bon nombre, donc c'est celui qui gagne la loterie, là, donc il a le droit de générer un bloc. Donc lui, son bloc, on considère qu'il a résolu le bloc. Donc son bloc va être rentré dans la blockchain. Les nœuds vont vérifier que le mineur qui a remporté la loterie, là, toutes les transactions qu'il a dans son bloc là sont valides. Et une fois qu'il valide ça, que le gars, non seulement il a gagné la loterie, il a résolu ce qu'on appelle la preuve de travail, et toutes les transactions qui sont dans le bloc qu'il a créé sont valides, donc le bloc maintenant est distribué dans tout le réseau. C'est comme ça que se déroule une transaction Bitcoin. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans la blockchain. C'est aussi simple que ça. La blockchain, c'est juste une liste, la blockchain Bitcoin en tout cas, c'est une liste de transactions.
Et toutes ces transactions-là respectent les règles du protocole. À savoir, tu ne peux pas dépenser un Bitcoin que tu n'as pas. Tu ne peux pas dépenser un Bitcoin si tu n'as pas la clé cryptographique qui certifie que tu es le possesseur de ce Bitcoin-là. Tu envoies le Bitcoin vers une adresse qui respecte les règles dans sa nomenclature. Et puis, les mineurs vont se charger de récupérer cette transaction-là, les mettre compétir dans une sorte de loterie. Le premier qui gagne, c'est lui qui crée le bloc. Il crée le bloc, donc il remporte la récompense de minage, là. C'est les nouveaux bitcoins qui sont créés, et aussi les frais de transaction de tous ceux qui font des transactions. Et ce bloc-là est lié au bloc précédent. Donc si vous regardez, et ça vous pouvez le faire, hein, vous tapez sur Google mempool blockchain, vous verrez ce qu'il y a dans la blockchain. C'est jamais rien que des transactions. Telle adresse a envoyé tel nombre de bitcoin à tel gars. Telle adresse a envoyé tel nombre de bitcoin à telle autre adresse. C'est tout ce qu'il y a dans la blockchain. C'est ce que Bitcoin permet de faire. Donc, si on récapitule, donc il y a Bitcoin petit b qui est une monnaie numérique et il y a Bitcoin grand B, c'est le protocole informatique, c'est le réseau Bitcoin qui a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un pseudonyme, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, si c'est un groupe de personnes, on ne sait pas, mais on s'en fout à ce stade-là, parce qu'il n'a plus le contrôle du protocole. Donc c'est un protocole informatique qui est open source. Donc le protocole, le code, il est ouvert à tous. N'importe qui peut voir ce qu'il y a dans le code, peut l'auditer, peut le tester comme il veut, peut le modifier même s'il veut. Vous verrez que toutes les blockchains qui ont suivi, là, ce sont des modifications du protocole Bitcoin. Donc ce protocole-là, il permet de stocker et de transférer de la valeur sur Internet sans tiers de confiance, de façon quasiment instantanée, de façon pseudonyme. Donc Bitcoin n'est pas anonyme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est pseudonyme. Il est pseudonyme parce que si tu connais une adresse, tu sais retracer toutes les transactions qui sont passées sur cette adresse, tout ce que cette adresse a reçu comme Bitcoin ou envoyé comme Bitcoin. Le défi maintenant, c'est de pouvoir lier l'adresse là à quelqu'un dans la vie réelle. C'est là tout le défi. Et je peux vous assurer que euh, des services secrets ou des services de police, quand ils se concentrent sur un certain nombre de transactions, arrivent à remonter sur les personnes qui ont réalisé les transactions. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à arrêter plein de personnes qui pensaient pouvoir utiliser Bitcoin pour des actions illicites. Mais on va en parler plus tard parce que c'est une des choses qu'on reproche beaucoup à Bitcoin. Bitcoin, c'est à financer le terrorisme, à financer le blanchiment d'argent, machin et tout, et c'est n'importe quoi. Je vous expliquerai plus tard un peu pourquoi je le pense. Et il n'y a pas que moi qui le pense d'ailleurs. Donc, ça permet de réaliser des transferts de valeur sur Internet de façon quasi instantanée, de façon pseudonyme, de façon incensurable. Donc, si moi je décide d'envoyer des bitcoins à quelqu'un, il n'y a personne qui peut m'empêcher de réaliser les transactions. Dès que je respecte les règles du consensus, ça veut dire que j'ai les bitcoins, je peux l'envoyer à qui je veux. Personne ne peut bloquer ma transaction. Et ça, c'est clé. Et de façon hyper sécurisée. Bitcoin aujourd'hui est considéré comme le système informatique le plus sécurisé au monde. Ça n'a jamais été hacké en 13 ans. Ça fait 13 ans que Bitcoin existe, ça n'a jamais été hacké. Et je peux vous assurer que ça permet des transferts de sommes astronomiques. Donc, ce n'est pas l'envie qui manque. Les gens ont tenté de le faire de nombreuses fois, mais personne n'a jamais réussi à hacker ce protocole. Ce protocole-là n'est quasiment jamais tombé. Je pense qu'on a tous subi ici les désagréments de quand Facebook tombe, quand Twitter tombe, quand Amazon est down, quand Google est down. Bitcoin, aujourd'hui, a ces statistiques incroyables là de 99,9% de disponibilité en 13 ans. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun système au monde qui a une telle statistique. Et puis enfin, Bitcoin permet une innovation majeure qui est la programmabilité de l'argent, en fait. Donc, Bitcoin, dans sa conception, permet d'avoir quand tu fais une transaction, tu as la possibilité de joindre un petit bout de code. Bitcoin a volontairement, le protocole qui a été créé, il a volontairement fait le choix de limiter le code qu'on peut
adjoindre à une transaction. Parce que augmenter les possibilités de codage d'une transaction, c'est augmenter ce qu'on appelle la surface d'attaque, et réduire la sécurité. Il y a d'autres blockchains qui ont décidé d'en faire comment ça se dit? D'en faire leur mojo. Je parle notamment d'Ethereum avec smart contract, machin et tout. Mais vous verrez que ces blockchains ont perdu en sécurité en faisant ça. Mais on va en parler plus tard. Donc, si je dois résumer, Bitcoin, en fait, c'est juste un mix de technologies anciennes. Il n'y a aucune technologie qui est utilisée par Bitcoin là qui est totalement nouvelle, hein. C'est des choses qui existaient avant. Le pair à pair, la cryptographie asymétrique, le minage, les registres distribués. En fait, c'est la blockchain. Le fait que la blockchain soit diffuse et tous les nœuds ont une copie de la blockchain, c'est les registres distribués. La preuve de travail, c'est des choses qui existaient avant. Mais Satoshi Nakamoto, il a eu le génie de mixer ça d'une manière particulière qui n'existait pas avant. Et c'est ça qui a fait la particularité de Bitcoin, c'est ça qui fait ce que Bitcoin est actuellement. Ensuite, pardon, les deux facettes de Bitcoin. En fait, Bitcoin a la particularité d'être en même temps un réseau de paiement et un système monétaire. Jusqu'avant Bitcoin, ça n'existait pas en fait. Un objet qui réunissait en son sein ces deux caractéristiques-là. Le système monétaire, on connaît, c'est des monnaies. Donc, le dollar, l'euro, c'est géré par des banques centrales, c'est inflationniste. Bitcoin, c'est un système monétaire qui n'a pas de régulation centrale, donc il n'y a pas de banque centrale qui gère Bitcoin. Tout le principe, toutes les règles de fonctionnement de Bitcoin sont dans le code et sont auditables par tous. C'est prévisible, ce qui n'est pas le cas de système monétaire dans lequel on est, donc où tu as la banque centrale qui décide quand elle veut d'augmenter la quantité d'argent qui circule, ce qui engendre de l'inflation. On va peut-être en parler si on a un peu de temps. C'est une des raisons majeures de l'inflation qu'on connaît qui détruit la valeur de la monnaie et qui a la particularité d'être programmable, le Bitcoin. Donc c'est un système monétaire qui n'a pas de régulation centrale, qui est résistant à l'inflation et qui est programmable. Et Bitcoin est en même temps un réseau de paiement. Ça n'existait pas avant qu'on ait un objet qui soit les deux en même temps. Quand on veut utiliser un réseau de paiement, on utilise des systèmes bancaires, on utilise Visa, Mastercard, on utilise Swift, on utilise PayPal, enfin, et tout ce que vous savez. Mais Bitcoin réunit en son sein, en fait, ces deux choses. Bitcoin est en même temps un réseau de paiement et en même temps un système monétaire. Donc, c'est un réseau de paiement qui n'a aucun tiers de confiance au milieu et c'est un réseau de paiement qui est résistant à la censure. Donc, il n'y a aucune personne qui peut t'empêcher de réaliser la transaction si tu veux la réaliser, en fait. Donc, on va essayer de parler de la monnaie parce que très vite, quand